Voilà, bonjour à tous et merci aux organisateurs des EPU pour m'avoir invité pour parler de ce sujet qui me tient beaucoup à cœur. Là, je vais essayer de vous dresser un petit peu un panorama de ce qui se passe dans le domaine de la télémédecine et dans le domaine surtout appliqué à l'ORL et à l'autologie. C'est un domaine qui est extrêmement mouvant, à la fois par le changement de la réglementation en France qui autorise les actes de télémédecine depuis déjà plusieurs années, mais uniquement dans des expériences régionales. Et maintenant, c'est rentré dans le cadre du droit public et du droit commun. Donc maintenant, on peut faire de la télémédecine en France. C'est remboursé par l'assurance maladie. Et on va voir quels sont les enjeux qui sont liés à ça. Alors juste pour positionner le problème en ce qui nous concerne, et notamment les problèmes d'audition, si on se réfère au rapport de l'OMS qui a été publié en 2013, qui concernait les déficits auditifs dans le monde, ben on estime que plus de 5% de la population mondiale souffre d'un déficit auditif. Et on voit que cette population, cette prévalence, elle est très différente en fonction des pays et des continents. Donc évidemment, lorsqu'on est, je ne sais pas, non, il n'y a pas, on va pointer avec ça peut-être. Non, c'est pas ça. Alors le pointeur, est-ce qu'on a ça? Ouais. Donc lorsqu'on est dans des pays assez favorisés comme l'Europe ou l'Amérique du Nord, on a une prévalence qui est relativement faible. Et puis dès qu'on va arriver sur des pays qui ont des revenus moyens qui sont beaucoup plus modestes, en Afrique, en Amérique du Sud, mais également aussi en Asie et en Russie, ben on voit que la prévalence de la surdité, elle est beaucoup plus importante, notamment pour des problèmes de santé publique, parce que la prévention est moins bien menée. La prise en charge du déficit auditif de l'enfant, des otites séromuqueuses est moins bien faite et automatiquement, cette population de déficient auditif augmente. Maintenant, si on met ça en parallèle avec les ressources, donc les personnes qui sont capables de prendre en charge ces patients, on voit également qu'on a des problèmes de distribution et d'inégalité régionale au niveau international qui sont assez similaires, qui vont à peu près prendre l'aspect inverse de ce qu'on voit pour la surdité. Donc là, à gauche, vous avez le schéma de distribution des ORL. Donc là, c'est la densité en ORL, les ressources que vous allez avoir disponibles par million de la population. Et là, celle des audiologistes. Alors, l'inconvénient de ce rapport de l'OMS, c'est que pour eux, ils n'ont tenu compte que des audiologistes dans le sens nord-américain du terme. Donc tout ce qui est activité de type audioprothésiste telle qu'on l'a en France n'a pas été considéré comme audiologiste. Alors c'est pour ça que vous voyez qu'il y en a 0 en France d'audiologistes. Certes, parce qu'il n'y a pas la profession d'audiologiste, mais heureusement, il y a quand même des gens qui s'occupent de l'audition en France. De la même manière, vous voyez que dans les pays assez favorisés, en Europe de l'Ouest, dans le continent nord-américain, on va avoir une densité assez importante d'ORL. Après, pour ce qui est des audiologistes, on a une répartition qui est plus hétérogène, mais qui est en rapport avec la définition d'audiologiste que je vous donnais avant. Si on se recentre sur l'hexagone, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi qu'on a des disparités régionales. Il vaut mieux être sourd sur le pourtour méditerranéen que dans la Creuse. Voilà, ça, jusque-là, on le savait un peu, mais ça vient un petit peu fixer ça sur des images et sur des densités de population. Certaines régions, la région PACA, évidemment, elle a une grande densité d'ORL à cet endroit-là. Et puis après, il y a des petits trous un peu partout en France. Cette inégalité de répartition pour les ORL existe aussi pour les audioprothésistes, où on voit qu'il y a des hotspots, on va dire, des endroits où les personnes sont un peu plus concentrées. Bon, après, ce n'est pas totalement incohérent non plus, parce que la population âgée aussi va se concentrer dans certaines zones en France. Donc, on peut avoir aussi des populations qui suivent la densité des patients potentiels. Bon, néanmoins, quand on regarde ça, on se dit, est-ce que l'accès aux soins est assuré pour toute la population française? Ça, c'est une grande question du gouvernement, c'est offrir l'accès aux services, l'accès aux soins de manière égalitaire à tous les Français. Bon, automatiquement, quand on va regarder les deux cartes, on se doute qu'il y a un problème. Alors, parmi les solutions, parce que c'est qu'une des solutions, c'est sûrement pas la seule, appliquée à cette situation, la téléaudiologie fait partie des options qu'on peut envisager. Et on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et surtout les contraintes qui sont liées à l'exercice en France. Alors la téléaudiologie, donc là je vais vous mélanger téléaudiologie, cette première partie, à la fois
sur l'aspect diagnostic et médical et sur l'aspect réhabilitation. Donc après, il y aura des choses qui ne seront plus applicables pour les médecins, mais pour vous dresser un petit peu le tableau. Alors tout ça pour vous dire que la téléaudiologie, ce n'est pas une idée nouvelle. Depuis le début des années 2000, on retrouve des publications internationales qui parlent de ce sujet, qui montrent qu'on peut faire de l'audiométrie à distance, qu'on peut faire de l'autoscopie à distance, des potentiels évoqués auditifs, des auto-émissions acoustiques, du réglage d'implants cochléaires. Donc tout ça, la technique, la technologie, elle existe pour le faire et on peut le mettre en œuvre. Et ça a été fait initialement surtout dans des pays où on pouvait avoir des zones un peu reculées, notamment aux États-Unis pour l'Alaska, parce qu'entre les deux on a le Canada, donc il y a toute une zone qui n'est pas forcément très bien desservie, dans des pays qui sont assez grands et où la population est localisée dans des zones très périphériques, comme le Brésil ou l'Afrique du Sud. Donc il y a eu pas mal d'expérimentations qui ont été faites dans ce sens, et dans certains pays, des politiques vraiment nationales, comme en Afrique du Sud ou en Pologne, qui vont favoriser la prise en charge à distance des déficits auditifs. Et également, sur la réhabilitation, j'en ai pas parlé, mais je crois que cet après-midi, il y aura un topo là-dessus, sur la téléorthophonie. Donc les outils, ils existent. Maintenant, est-ce qu'on peut les mettre en œuvre dans le champ d'application en France? Et ça, c'est la suite de ma présentation. Donc en France, aujourd'hui, qu'est-ce qui est reconnu en télémédecine? La télémédecine, l'avenant à la convention médicale, définit 5 types d'activités en télémédecine. L'activité de téléconsultation et de téléexpertise, je m'arrêterai plus largement dessus, puisque pour l'instant, ce sont les seuls qui font l'objet d'une rémunération bien codifiée en France. La télésurveillance, ce n'est le cas que pour des activités qui sont très spécifiques. Alors la télésurveillance, bon, juste comme je n'en parlerai pas après, je vous en parle maintenant, c'est quelque chose qui sera aussi peut-être applicable au domaine de l'aide auditive. La télésurveillance, aujourd'hui, en quoi ça consiste? C'est des patients, essentiellement des patients qui vont avoir un diabète avec une pompe à insuline, pour lequel on va avoir des relevés qui vont être faits à distance, des taux de glycémie des patients, et il y aura un opérateur à distance qui va avoir un défilé, un relevé de ces index glycémiques, et qui va pouvoir avoir des signaux d'alerte si jamais la pompe n'est pas bien utilisée, si on a un dysfonctionnement, des choses comme ça. Ça, c'est de la télésurveillance. On a la même chose pour la cardiologie, pour la prise en charge des gens qui vont avoir des pacemakers ou des défibrillateurs implantables, donc pour savoir s'il y a eu des événements indésirables, des fibrillations auriculaires, des troubles du rythme. Donc tout ça, ça va être de la télésurveillance. On pourrait imaginer de la même manière pour les aides auditives, avoir des systèmes d'auto-check qui se font de temps en temps et par certains moments, vous donnez l'indication à vous, est-ce que j'ai un défaut matériel, est-ce qu'il va falloir revenir plus rapidement voir l'audioprothésiste pour faire réparer ou refaire un réglage. C'est peut-être quelque chose qui arrivera dans les années futures, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. La téléassistance médicale, là aussi c'est pareil, hein, et la régulation médicale, ça va concerner essentiellement les activités d'urgence comme le SAMU ou des activités comme ça. Donc aujourd'hui, c'est surtout la téléconsultation et la téléexpertise qui sont pour l'instant applicables, on va dire, en pratique quotidienne. Alors, la définition de cette télémédecine, de manière générale, c'est la mise en rapport, donc soit d'un médecin avec son patient, soit de plusieurs professionnels de santé qui concourent aux soins d'un même patient. Avec la particularité, c'est qu'il faut que ces professionnels de santé ou que le patient et le médecin ne soient pas situés au même endroit. Donc, quand on rentre dans ce cadre-là, on rentre dans le cadre de la télémédecine. Alors, pourquoi c'est un domaine qui est d'actualité d'expansion? Parce que la télémédecine, ça représente beaucoup d'argent. Ça représente beaucoup d'argent. Là, sur le petit graphique de gauche, vous voyez que déjà aujourd'hui, la télémédecine aux États-Unis, ça représente un marché qui est presque de 3 milliards, enfin l'équivalent de 3 milliards d'euros. En Chine, on l'extrapole aussi à un peu plus d'1 milliard d'euros. Donc ce sont quand même des sommes qui ne sont pas négligeables. Et on voit que ça va prendre sa place dans les années à venir dans le paysage du soin de manière générale. Et en France, déjà sur les premières expériences qui avaient été faites en télémédecine sur les années où ce n'était pas remboursé, on voit qu'on a une augmentation progressive dans des activités qui avaient été ciblées au départ, comme le diabète, l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque. Et il y a une augmentation régulière de l'activité de télémédecine qui maintenant va exploser du fait que ce soit remboursé par l'assurance maladie. Si on veut essayer d'extrapoler ça au domaine de l'otologie et de l'audiologie, il y a plusieurs problématiques qui se posent. La première, c'est
j'en parlerai très brièvement à la fin, parce que pour l'instant, c'est encore un sujet d'étude et on n'a pas toutes les réponses, c'est quel est l'impact de ce type de prise en charge sur la qualité soignant-soigné et également sur la qualité des résultats qu'on va obtenir à la fin. Donc ça, c'est une question un petit peu à part et on pourra peut-être débattre dessus sur des questions. Après, il y a d'autres choses qui vont être un petit peu moins agréables à entendre que je vais vous dire, c'est l'encadrement légal des activités, la rémunération des activités. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. On peut avoir plein de bonnes idées, on peut avoir du matériel, on peut avoir des patients qui sont d'accord, mais si on n'a pas le droit de le faire, on ne le fera pas. Alors pour l'activité tout d'abord de téléconsultation, parce que ça c'est celle qui est la plus médiatisée actuellement, pour vous expliquer en quoi ça consiste. Alors je vais vous montrer les textes officiels après, puis je vais vous faire en même temps l'explication de texte, parce que vous allez voir que la téléconsultation, c'est pas je suis devant ma piscine à Marrakech et un patient m'appelle et je vais faire ça avec un call center, ça ce n'est pas possible en France aujourd'hui. Alors pourquoi ça n'est pas possible? Donc là, ça c'est défini par l'avenant 6 de la Convention médicale qui était sorti en 2018 et qui dit que la téléconsultation, tout patient peut bénéficier d'une téléconsultation, bon, à condition que le médecin soit d'accord. C'est-à-dire qu'il estime qu'il y a une pertinence à réaliser cet acte en téléconsultation. Donc le médecin est en droit de refuser une téléconsultation pour quelque chose qui n'est manifestement pas de ce domaine-là, qui est de l'urgence, qui est juste de la bobologie, ou après, bon, ça c'est un petit peu à discuter. Donc on peut bénéficier d'une téléconsultation, mais ce n'est pas une obligation de la part du médecin. Donc ça veut dire aussi que quelque part, il faut que les médecins aient pris un peu la conscience du fait qu'ils puissent être sollicités pour cela, puisque si chaque patient peut bénéficier d'une téléconsultation, il a le droit de venir vous dire, mais moi plutôt que de venir me déplacer chez vous, je préfère le faire en téléconsultation. Donc ce sera au médecin d'amener l'argument comme quoi ça ne peut pas être fait en téléconsultation. Alors, qui peut réaliser ces téléconsultations? Aujourd'hui, c'est ouvert à tout type d'exercice médical. Les médecins en exercice libéral conventionné, quel que soit leur secteur d'exercice, donc qu'ils soient en secteur 1 ou en secteur avec dépassement d'honoraires, que ce soit des médecins qui soient salariés d'établissements de santé, donc en hôpitaux, mais également ça peut être en EHPAD ou dans certains centres de rééducation, et les médecins salariés de centres de santé dans des activités très particulières. Alors le prérequis, enfin l'élément indispensable à ce qu'une téléconsultation se déroule, c'est la vidéotransmission. La téléconsultation, c'est un acte qui est synchrone. Autrement dit, quand vous faites un appel vidéo sur votre téléphone, quel que soit votre système d'exploitation, il faut que vous ayez le patient en face de vous, au moment de la consultation, que vous discutiez avec lui. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à distance. C'est-à-dire que ce n'est pas répondre à un message téléphonique qu'on va avoir sur le répondeur ou à un mail qu'on va recevoir sur son ordinateur. Il faut le contact visuel, il faut qu'il y ait ce contact via une vidéotransmission. Alors, ça implique qu'on ait un médecin qui soit équipé d'un système qui permette de faire cette vidéotransmission et d'utiliser des canaux sécurisés pour le respect de la confidentialité et du secret médical. Qu'à l'autre bout, on ait un patient qui a accès à un Internet haut débit, un ordinateur qui utilise le même support de vidéotransmission, et ce patient peut être soit seul, soit accompagné d'un tiers qui va aider, ce qu'on appelle un facilitateur, dans ce domaine-là. Donc, autrement dit, c'est un autre professionnel de santé en général, dont le statut n'est pas défini à ce jour dans la loi française, et qui va aider le patient à réaliser certains actes. Voilà, par exemple, on va vouloir faire à distance un électrocardiogramme, le facilitateur va allonger le patient, mettre le gel au niveau de la peau et coller les électrodes. Ça, c'est quelque chose que le patient ne peut pas faire tout seul. Alors, cette téléconsultation doit s'inscrire dans le respect du parcours de soins coordonné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour aller voir un ORL, que ce soit en présentiel ou en téléconsultation, il faut de toute façon passer par le médecin traitant qui doit justifier de l'intérêt de la consultation en présentiel ou à distance. Donc il n'y a pas d'accès direct. Alors pas d'accès direct, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, toutes les plateformes que vous voyez fleurir, Doctolib, des choses comme ça, vous proposent des services que les médecins n'ont pas le droit d'offrir. Ça ne peut pas marcher en accès direct. Ça doit forcément passer dans le cadre du parcours de soins pour être remboursé.
sauf dans certains cas particuliers, qui sont les dérogations au parcours de soins, mais c'est les mêmes qu'en présentiel. Donc, un enfant, des spécialités qui sont accès direct, comme la gynécologie, l'ophtalmologie, et plein d'autres que vous voyez ici, les situations d'urgence, et après, dans certains contextes particuliers, donc les patients qui n'ont pas de médecin traitant ou ceux qui sont en prison, en fait, essentiellement. Alors, autre contrainte aussi importante, qui fait que la plupart des plateformes qui se développent n'ont pas le droit de proposer le service qu'ils proposent, c'est qu'il faut que le patient soit connu du médecin téléconsultant et qu'il ait bénéficié d'une consultation physique dans les 12 mois qui précèdent. Donc l'idée d'un call center en Roumanie où tous les problèmes vont être gérés à distance, la loi française le verrouille par cette définition-là. Ça n'est pas possible. Donc si le patient n'a pas rencontré le médecin qui a fait la téléconsultation dans les 12 mois qui précèdent, on n'a pas le droit de proposer une téléconsultation et elle ne sera pas remboursée. Si jamais l'offre de service de téléconsultation n'est pas disponible localement, c'est-à-dire en admettant que, par exemple, moi j'habite dans la Creuse. La Creuse, je suis à Guéret, je crois qu'il y a 0 ORL, donc j'ai quand même un problème d'audition, il faut qu'on me soigne. Donc s'il n'y a pas d'ORL à Guéret qui peut même me faire la téléconsultation, on peut avoir accès à un autre médecin qu'on n'a pas forcément vu dans les 12 mois, mais il faut encore une fois respecter l'organisation territoriale. Donc notamment ce qui est défini par les CPTS, les communautés pluridisciplinaires en, fait, en santé. Tout ça pour dire que aujourd'hui, si moi je suis à Montpellier, je travaille à Montpellier au CHU, je n'ai pas le droit de faire des téléconsultations pour des patients qui habitent Lille. Parce qu'on va proposer le même service ailleurs et je dois respecter l'organisation territoriale de santé. Donc là, une fois de plus, tous les systèmes qui sont proposés, toutes les applications qui sont proposées, proposent des activités qui ne sont pas destinées normalement à être remboursées par l'assurance maladie. Alors ça c'est le premier verrou, on va dire, qui est le verrou de régulation. Après il y a le deuxième verrou qui est quand même un verrou financier et qui n'est pas négligeable. Donc là vous voyez les niveaux de rémunération des téléconsultations pour les médecins. Donc en gros, si on est conventionné, sauf si on a un déplacement d'honoraires complet, on va toucher la somme de 30 € pour une téléconsultation. Donc ce qui est le même prix qu'en fait une consultation en présentiel. Sauf que en consultation, en téléconsultation, on ne peut pas coter les actes techniques médicaux. Et c'est là où, dans le domaine de l'otologie, on va se heurter à un mur. Faire une consultation en otologie sans faire d'audiométrie, à quoi ça sert? Si on ne peut pas faire de fibroscopie pour aller regarder le nez ou la gorge, on ne va pas faire grand-chose. Si on ne peut pas faire d'autres examens objectifs de l'audition, des potentiels évoqués, etc., des examens vestibulaires en cas de vertige, on n'avancera pas sur le diagnostic. Donc, dans notre champ d'action de l'otologie, si on reste dans cette définition, en gros, qui est éligible à une téléconsultation? C'est un patient qu'on a déjà vu et on veut juste savoir si le traitement qu'on lui a donné a bien fonctionné. Donc, plutôt qu'il se déplace, on va le voir à distance. Madame Michu, vous aviez une otite, je vous ai donné des antibiotiques. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous avez moins mal? Point barre. On ne pourra pas faire plus. Donc, on voit bien que l'intérêt de la téléconsultation reste assez limité pour l'instant, en tout cas pour nous, ORL, qui font de l'otologie. Parce que pourtant, les outils existent. Les outils, ils existent, ils fonctionnent. On a des otoscopes connectés qui permettent d'envoyer les images à distance. Il y a plusieurs firmes qui proposent ce matériel-là. On a même des fibroscopes avec des caméras connectées qui permettent de le faire. Pour les examens vestibulaires, même chose pour des appareils de vidéonystagmoscopie. Pour l'examen endobuccal, il y a des petites caméras qu'on va mettre dans le pharynx. Donc les outils existent. Pour l'audiomètre, rien n'empêche de le faire à distance. Après, on peut piloter un audiomètre à distance du moment où il est sur PC. Sauf que, comme on ne peut pas le valoriser, qui va le faire? Donc cette téléconsultation, pour résumer, il faut un accès avec un logiciel qui peut rentrer dans le dossier médical partagé, puisqu'après, évidemment, après chaque téléconsultation, il faut faire un compte-rendu et qui doit être déposé sur le dossier médical du patient. Il faut une solution de communication en temps réel, vidéo, qui soit accessible aux médecins, mais aussi qui soit accessible aux patients.
Donc il faut qu'on ait un accès Internet de bonne qualité dans les deux sites, chez le médecin et chez le patient. Alors chez le patient, le problème c'est quand on parle de déserts médicaux, c'est aussi souvent des déserts d'Internet. Donc ça peut poser un problème d'organisation en pratique de la téléconsultation. Comme c'est un acte qui est fait de manière synchrone avec le patient qui est présent, il faut qu'il y ait toute une organisation d'un circuit qui se fasse en parallèle de la consultation en présentiel. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va voir entre deux consultations, comme ça, à la va-vite, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut organiser des demi-journées ou des journées qui soient dédiées à cette activité. Et quand il y a des actes techniques à faire, même si on ne les fait pas rémunérer, on a besoin d'un facilitateur sur place pour faire l'acte. Pour faire l'audiométrie, on ne pourra pas la facturer, mais au moins on l'aura. Pour faire l'examen otoscopique, l'examen du pharynx. Sauf qu'aujourd'hui, ce facilitateur, dans la loi, il n'existe pas. Il n'y a pas de statut, on ne sait pas comment le rémunérer. Donc, ça reste quand même une activité qui, pour l'autologie, est peu attractive. Bon, ça c'est le problème des spécialités dites orificielles, bon, c'est un mot qui fait un petit peu rire, mais ça effectivement, dès qu'on ne peut pas faire un examen de surface du patient, c'est pas comme la dermatologie, il faut aller voir au fond du conduit auditif externe, il faut forcément du matériel pour le faire. Alors après, qui peut être le tiers aidant, le facilitateur? Aujourd'hui, il y a des pistes, mais ce n'est pas encore totalement réglé. Une infirmière en pratique avancée, ce n'est pas certain que ce soit la meilleure solution, parce que dans l'esprit de la loi, les infirmières de pratique avancée sont plutôt là pour devenir autonomes par rapport aux médecins et avoir une autonomie d'acte et de prescription, ce qui n'est pas du tout dans l'esprit de ce qu'on veut développer. Après, la seule solution qui reste accessible aujourd'hui, c'est de développer ce qu'on appelle des protocoles de coopération. Donc, c'est de donner l'autorisation à des personnels médicaux paramédicaux, qui n'ont pas le droit de le faire en temps normal, de réaliser des actes sous supervision d'un médecin et dans un contexte bien défini. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui, pour les orthoptistes et les ophtalmologistes. Il y a des délégations de tâches qui font que certains examens normalement faits par l'ophtalmo peuvent être faits par l'orthoptiste dans des conditions très rigides. L'alternative, après, ça serait de développer des outils d'autodiagnostic que le patient puisse faire tout seul, ce qui serait aussi quelque chose d'assez intéressant dans ce contexte-là, pour justement se passer du facilitateur. Les problèmes de la rémunération, on l'a vu. Alors, à côté de cette téléconsultation, on a la téléexpertise. Alors là aussi, je vais vous faire juste un peu l'explication de texte. Qu'est-ce que c'est la téléexpertise? C'est un personnel de santé qui va demander un avis à un médecin. Donc ça peut être de médecin à médecin, mais ça peut être d'infirmière à médecin, ça peut être d'orthophoniste à médecin, ça peut être n'importe quel personnel paramédical qui va aller solliciter un avis médical concernant l'état de santé d'un patient. Alors là, pour l'instant, cette téléexpertise, le champ d'application il est très réduit. Ça ne peut être rémunéré que pour les patients qui sont en affection longue durée, dans le cadre de maladies rares, alors, dans les zones qui sont dites médicalement sous-denses, et je vous expliquerai après ce que c'est, les personnes qui vivent en EHPAD ou en structure médico-sociale et les personnes qui sont détenues. Donc là aussi, la téléexpertise, aujourd'hui, ça ne s'applique pas à la très grande majorité des patients qui pourraient en bénéficier. Alors comment est-ce qu'on sait qu'on est en zone médicale sous-dense? Moi, par exemple, je suis allé sur le site de l'ARS pour Occitanie. J'ai regardé un peu où on était. Donc les zones médicales sous-denses, ce sont les zones qui vont être ici en violet ou en rose. Après, dès qu'on va être dans les zones qui sont jaunes, c'est les zones qui sont considérées comme normalement dotées en médecins et pour lesquelles on n'a pas le droit de proposer ce type de prise en charge. Alors, pour pouvoir faire une téléexpertise, il faut que le patient ait été averti au préalable qu'on allait lui demander un avis auprès d'un médecin et qu'il ait donné son accord. Donc ce n'est pas quelque chose qui se fait non plus entre deux portes, un coup de fil, etc. Là aussi, ça doit passer par le DMP, c'est-à-dire que l'avis donné par le téléexpert doit être tracé dans le dossier médical du patient, donc, qui est un logiciel qui permet de se connecter de manière sécurisée au DMP. Et là aussi, comme pour la téléconsultation, il faut que le téléexpert ait préalablement déjà vu le patient en consultation pour les expertises de niveau 2 et pas celles de niveau 1. Je vous expliquerai la différence après. L'intérêt de cette téléexpertise, c'est qu'on n'a pas besoin de connexion synchrone. On peut le faire en décalé. Le patient a vu d'abord son médecin, le médecin a pris une photo du tympan, par exemple, il ne comprend pas ce qui se passe, il va solliciter des collègues ORL pour une téléexpertise, ils vont recevoir la photo de l'autoscopie et ils vont pouvoir répondre au médecin généraliste.
Donc ils n'auront pas vu le patient physiquement, ils n'auront pas discuté avec lui, ils vont juste donner un avis sur un dossier médical. Et là, ça nécessite aussi d'avoir un équipement qui soit suffisamment connecté pour pouvoir transférer les examens de manière numérique pour pouvoir l'envoyer de manière sécurisée par le logiciel. Alors les téléexpertises de niveau 1, c'est les téléexpertises, on va dire pour les choses assez basiques. Une otoscopie, par exemple, c'est une expertise de niveau 1. Les expertises de niveau 2, ce sont des choses qui sont beaucoup plus complexes, où là on va avoir une notion quand même de soins coordonnés, notamment pour des pathologies chroniques, l'adaptation d'un traitement pour le diabète, des choses qui sont un petit peu plus techniques et qui ne sont pas juste un avis ponctuel. Alors, quelle est la différence entre les deux? La différence, surtout, elle va être en ce qui concerne la rémunération. Alors, le médecin requis, donc le médecin requis, c'est l'expert qui va donner son avis. Il a une rémunération qui est faite à l'acte. Alors, pour les téléexpertises de niveau 1, il est grassement rémunéré 12 € par téléexpertise et dans la limite de 4 actes par an et par médecin pour un même patient. Donc, on ne peut pas faire plus de 4 téléexpertises pour un même patient par an. Pour les téléexpertises de niveau 2, alors là, c'est merveilleux, on arrive à 20 €, mais on ne peut faire que 2 actes par an et par médecin pour le même patient. Donc, une fois de plus, l'attractivité au niveau financier, on est loin d'y être. Le médecin requérant, donc celui qui va solliciter l'expert, lui, il va être payé de manière forfaitaire et ça va dépendre un petit peu du nombre de téléconsultations qu'il va demander à l'année dans une limite qui est fixée de 500 € par an. Alors bon, il y a les codes de facturation comme pour la téléexpertise, donc c'est comme pour la téléconsultation, T1 et TE2, ça je vais vous le passer. Donc tout ça pour dire qu'au total, qu'est-ce qu'il faut pour faire une téléexpertise? Là, c'est un peu moins consommateur de ressources parce qu'on n'a pas besoin de logiciels de vidéotransmission. On n'a pas besoin d'organiser un circuit spécifiquement dédié à ça pour le patient, puisque c'est fait de manière asynchrone. Bon, par contre, on a toujours besoin d'un accès Internet et on a toujours besoin d'avoir un accès au dossier, au DMP du patient. Donc les limites, vous l'aurez compris, autant la téléconsultation, ce n'est pas très attractif, mais alors la téléexpertise, ça l'est vraiment encore moins au niveau financier. Et ça reste limité aux zones sous-dotées, donc ça ne concernera pas non plus la majorité des patients qui pourraient en bénéficier. Là, une fois de plus, on a le même problème que pour la téléconsultation, qui réalise des actes à distance. Pour m'envoyer une otoscopie, bon, un médecin qui a un otoscope peut le faire. Si je dois donner un avis sur une audiométrie, je peux avoir une audiométrie qui a été faite par un collègue ORL qui veut un avis expert de centre universitaire. Mais si c'est pour un cas simple, et que la personne est capable de réaliser une audiométrie et qu'elle a mis en évidence une presbyacousie, elle n'a pas besoin de mon avis pour que j'intervienne. Donc en fait, il n'y a pas besoin de télémédecine dans cette situation-là. Le patient, il a tout ce qu'il faut en présentiel. Donc une fois de plus, le positionnement de l'offre de soins dans le domaine de l'otologie, il est un petit peu difficile à trouver. Et tant qu'on n'aura pas réglé d'une part le problème du paiement des actes techniques médicaux et d'autre part du statut et de la rémunération des facilitateurs, on va se retrouver dans une situation un peu d'impasse dans ce domaine-là. Alors, juste pour un petit peu égayer mes propos, je vais vous montrer l'exemple d'une téléexpertise que j'ai fait avec un collègue qui est ORL et qui a développé un logiciel pour faire ça. Donc, notamment, c'est pour les EHPAD. C'est le logiciel TocTocDoc. Alors, je vais vous montrer un petit peu je ne sais pas si on va avoir le son ou pas, mais après, s'il n'y a pas le son, ce n'est pas forcément quelque chose d'indispensable. Voilà, là c'est le docteur Schmoll, voilà, mon collègue qui a développé le logiciel. Donc, quand on va faire la télé-expertise, il va m'envoyer des documents concernant le dossier d'un patient. Donc là, vous avez une image d'autoscopie avec une belle perforation tympanique. Donc là, ça sous-entend que lui ait fait l'autoscopie et soit capable de me l'envoyer. Mais après, bon, tout type d'iconographie va pouvoir passer par ce support-là. On peut envoyer des fichiers images, des vidéos. On peut même envoyer des fichiers son si on veut le faire pour tout ce qui est examen par stéthoscope, etc. Et stéthoscope connecté. Donc là, c'est une interface qui est connectée au dossier médical du patient. Donc pour avoir pu me faire la téléexpertise, il faut que j'ai le numéro de la carte vitale du patient pour pouvoir me connecter. Les autres supports, enfin, dès que c'est de l'image, on peut envoyer. Donc tout ce qui va être examen de type imagerie médicale va pouvoir passer par ce canal aussi pour être expertisé. Et donc une fois qu'on aura fait, je ne peux pas avancer, je vais la laisser avancer toute seule, une fois qu'on aura fait le diagnostic, il y a un compte rendu normalisé qu'il va falloir
pratiquer pour pouvoir, d'une part, déclencher le remboursement par l'assurance maladie et surtout l'envoyer sur le dossier médical du patient, puisque toute téléexpertise doit laisser une trace, comme pour les consultations. Ce n'est pas un avis sauvage comme on fait actuellement en médecine, c'est-à-dire votre collègue vous passe un coup de fil, il vous envoie par email des images, des choses qui ne sont pas du tout sécurisées, donc s'il y a des problèmes de confidentialité, on peut être en difficulté. Donc là, l'avantage de ce système, c'est qu'on va laisser une trace dans le dossier. Donc on va dire qu'on va faire un travail qui sera quand même plus qualitatif que ce qu'on fait à l'heure actuelle, un peu avec les moyens du bord. Là, je ne peux pas avancer plus la vidéo, c'est juste pour vous montrer le compte-rendu standardisé après. Est-ce que je peux... Non, je ne peux pas la faire avancer plus vite. Alors l'intérêt de ce type de logiciel, c'est que là, c'est pas un logiciel, c'est une connexion avec une plateforme Internet. Donc il faut avoir un login, un mot de passe. Et une fois qu'on est connecté, du moment où on a un accès à Internet et un navigateur qui sont compatibles, on peut utiliser ce type de logiciel. Ça ne nécessite pas de faire l'acquisition d'un matériel spécifique. Donc c'est déjà aussi quelque chose qui est assez intéressant parce que par exemple, il y a certains diffuseurs de systèmes pour la prise de rendez-vous médicaux qui proposent des services de télémédecine, mais qui vont utiliser des logiciels dédiés ou qui vont le facturer une somme qui est quand même assez importante au regard de la rémunération de la télémédecine. Alors, bon, une fois qu'on a un petit peu dit tout ça, qu'est-ce qui reste à la fin? C'est est-ce que c'est une procédure qui est acceptable ou pas? Est-ce que c'est acceptable ou pas du point de vue du patient? Est-ce que c'est acceptable ou pas d'un point de vue des professionnels? Alors, du point de vue des patients, il y a quand même pas mal d'études qui existent déjà, beaucoup faites notamment au Brésil, parce que là-bas ils sont assez pionniers dans le domaine de la téléaudiologie, qui ont tendance à montrer que le fait d'avoir un contact à distance n'altère pas forcément beaucoup la qualité de la prise en soin, mais que ce dispositif n'est pas forcément non plus adapté à tous les patients. Donc certains patients qui sont volontaires, qui ont envie de le faire, ça peut très bien se passer, mais à l'inverse, c'est difficile de forcer quelqu'un qui n'a pas envie de faire de la télémédecine de le faire. Alors ça, c'était pour le côté patient. Mais ça va, après, il y a aussi des adaptations qui sont culturelles et régionales. Il faudra faire le même type d'études en France parce que la culture étant différente et le rapport aux soins étant différent, on n'aura sans doute pas les mêmes réponses. Par contre, ce qu'on a fait, notamment via un groupe de travail de la Société française d'audiologie, on a envoyé aux membres de la SFA un questionnaire concernant la téléaudiologie en général et quelles étaient leurs craintes, leurs attentes. Comment est-ce qu'ils voyaient cet exercice s'intégrer dans leur pratique de demain et comment est-ce qu'ils percevaient la téléaudiologie de manière générale. Donc c'est un questionnaire qu'on avait envoyé en SurveyMonkey l'année dernière et on a eu un peu moins de 100 répondeurs et dont la moitié de médecins. Donc là je vais vous montrer l'analyse des résultats qu'on a eu pour les médecins pour savoir déjà si chez les ORL, on avait quand même un a priori plutôt positif ou pas vis-à-vis de la télémédecine. Alors là, vous voyez, les réponses, à chaque fois, c'est présenté de la même manière. Donc c'est sous la forme d'une échelle de Likert. Est-ce qu'on n'est pas d'accord, plutôt pas d'accord, plutôt d'accord ou tout à fait d'accord ou non applicable dans certaines situations. Alors, pour ce qui est de la pratique de la télémédecine, pour ce qui est recueillir une historique, une anamnèse, ça, les gens sont quand même relativement d'accord pour dire qu'on peut le faire à distance. Ça ne pose pas trop de problèmes. Après, dès qu'on va arriver sur des actes techniques, la situation, elle est plus tranchée. En gros, il y a la moitié de la population sondée qui dit que ce n'est pas possible, enfin en tout cas qu'elle ne souhaite pas le faire, et l'autre moitié qui dit que c'est possible. Alors c'est vrai que ça, techniquement, les outils existent, c'est possible. Après, il y a quand même des contraintes, comme on l'a vu avant, d'organisation, du facilitateur qui peuvent rendre les choses difficiles. Et plus on va monter dans la technicité des examens, et plus cette difficulté est perçue. Dès qu'il va falloir faire des PEA ou d'autres types d'exploration, on le ressent plus difficilement faisable. Alors qu'en fait, techniquement, les outils existent. Pour pouvoir après réaliser un suivi d'un problème auditif, un suivi médical, là, on va se rapprocher de la situation de l'anamnèse. À peu près, il y a moitié-moitié des personnes qui se sentent de le faire en télémédecine par rapport aux autres. Et pour conseiller soit un appareillage auditif ou réaliser du téléréglage d'implant, comme ça concernait les médecins, là c'est pareil, la vie il est tranchée, c'est moitié-moitié. Donc on va dire qu'il y a à peu près la moitié des médecins qui pensent que c'est faisable et l'autre moitié qui pense que ça n'est pas faisable.
Alors maintenant, est-ce que ça va bouleverser leur façon de travailler? C'est-à-dire que est-ce que ça va être facile à intégrer ou pas dans leur environnement de travail? Et là, je vous présente quand même une analyse qui va être intéressante, puisqu'on a fait le distinguo en fonction de l'âge des répondeurs. On voit que plus l'âge augmente, on va dire, et plus la sensibilité au changement est différente. Mais pas forcément dans le sens qu'on pourrait croire. Les personnes de plus de 50 ans n'ont pas l'air de vivre ça comme une contrainte supérieure aux personnes jeunes qui sont pourtant réputées comme être plus connectées, en ayant une meilleure maîtrise de l'outil numérique, etc., etc. Donc là, je pense que ça vient du fait que les gens ont réalisé que si on voulait faire vraiment de la télémédecine de qualité, il fallait créer 2 circuits séparés, un circuit présentiel et un circuit à distance, et que faire cohabiter les deux dans la pratique, ça risquait d'être compliqué. Quand on leur a posé la question de qu'est-ce que vous pensez du facilitateur, du téléopérateur, est-ce que pour vous c'est indispensable ou pas à la pratique de votre téléaudiologie si vous souhaitez en faire? Donc là, je vous montre aussi les réponses qu'on avait faites, puisque le questionnaire a été aussi posé aux audioprothésistes et aux orthophonistes de la SFA. Donc là, vous voyez que d'une manière très très majoritaire aussi, les médecins, mais surtout les audioprothésistes et les orthophonistes disent que en fait, on ne peut pas faire de téléaudiologie sans facilitateur. Donc ça, le rôle, déjà le statut, le rôle et la formation, la rémunération du facilitateur, c'est un élément important à préciser maintenant pour qu'on avance dans ce domaine-là. Comment est-ce qu'ils le voient dans leur pratique au quotidien? Comment est-ce qu'ils vont l'intégrer dans leur pratique? Alors l'appliquer de manière exclusive dans leur pratique, c'est-à-dire ne plus faire d'examen présentiel, ça vous voyez que quasiment tout le monde a répondu non. Personne ne voit d'utilisation exclusive de la téléaudiologie, et je pense que c'est tant mieux, ça va venir en complément de la pratique en présentiel. Et c'est ce qu'il dit sur la réponse 2. Il n'y a pas forcément de modification majeure de l'environnement de travail, mais comme on l'a vu, ça pouvait dépendre de l'âge un petit peu et de la sensibilité des personnes. Qu'il fallait un facilitateur, mais surtout, là où la réponse est aussi assez tranchée, c'est est-ce que la téléaudiologie peut améliorer à prendre en charge les patients? Vous voyez que là, il y a une claire dichotomie, 50%. La moitié des personnes pensent que oui, et l'autre moitié pense que non. Donc, l'adoption de la téléaudiologie par les professionnels, ce n'est pas encore gagné. Bon, pour conclure, donc, comme je vous l'ai présenté, le tableau n'est pas très reluisant. Aujourd'hui, dans l'état des choses, fin 2019. On voit que l'application de la téléconsultation, ça reste assez marginal dans l'exercice d'un ORL, pour les raisons que je vous ai évoquées. Que pour la téléexpertise, ça serait beaucoup plus facilement faisable, mais qu'on a quand même des verrous importants à faire sauter. Une rémunération qui soit à peu près correcte, enfin en tout cas qui soit plus proche de ce qu'on obtient en présentiel, sinon ça ne va jamais motiver les gens à le faire à distance. Qu'on puisse avoir des personnes qui vont faciliter le geste, ça aussi c'est quelque chose d'important. Donc si on veut avancer dans ce domaine de la téléaudiologie aujourd'hui, et donc en 2020, il va falloir urgemment codifier les paiements des actes techniques médicaux, surtout dans notre spécialité où l'acte technique médical est réalisé chez 100% des patients dans le domaine de l'audiologie. De pouvoir discuter de ces facilitateurs et maintenant de voir comment ces facilitateurs, on peut les intégrer dans les dispositifs qui existent. Donc les assistants médicaux, donc là peut-être vous savez, ça s'est sorti aussi cet été, que l'assurance maladie pouvait participer au financement de ce qu'on appelle des assistants médicaux. Donc c'est des paramédicaux ou pas forcément des paramédicaux, ça peut être aussi des secrétaires ou des personnels administratifs qui vont participer aux soins des patients dans le sens où ils vont alléger la charge administrative ou organisationnelle du médecin. Donc typiquement c'était par exemple, pour les médecins généralistes, quelqu'un qui va venir, qui va installer le patient, qui va le déshabiller et le préparer pour que le médecin vienne l'examiner. Ça a l'air de rien, mais quand vous êtes médecin généraliste, que vous devez voir une petite grand-mère qui a ses 8 couches de vêtements l'hiver et que vous devez attendre dans votre cabinet qu'elle commence, qu'elle se déshabille, qu'elle met 3 heures à déshabiller et à se rhabiller, vous allez perdre du temps que vous n'allez pas voir pour d'autres patients. Donc, est-ce que ces assistants médicaux vont pouvoir jouer ce rôle de facilitateur ou pas? On le verra dans les mois à venir. Est-ce qu'on pourra les positionner sur ce rôle? Est-ce que la délégation de tâches va être simplifiée dans des situations très particulières? Donc est-ce qu'on va pouvoir déléguer à une infirmière, à une aide-soignante, à un audioprothésiste, à qui on veut, la capacité de pouvoir faire une otoscopie, de pouvoir faire une audiométrie, évidemment à condition d'une formation de qualité préalable,
pour que ça se passe bien. Aujourd'hui, la loi ne le permet pas. Donc, beaucoup de possibilités, on le voit par la technologie, mais aussi beaucoup d'attentes et beaucoup de contraintes qu'il va falloir lever pour que cette téléaudiologie médicale, du moins, se développe dans les années à venir. Donc, je vous remercie pour votre attention, mais avant de finir, si vous voulez continuer à expérimenter la téléaudiologie, notamment amener vos prescripteurs pour qu'ils le fassent à partir de l'île de la Réunion, je vous invite au prochain congrès de la CIFOR, où on parlera notamment de ce sujet-là au mois de juin, donc, qui est organisé par le docteur Velin à la Réunion. Je vous remercie. Merci professeur Venaille pour cette présentation très claire sur la réglementation et l'avenir. Christian, il y a un certain nombre de questions qui sont là. On vous livre peut-être les questions en l'état. En reprenant le thème des big data de la journée d'hier, les séances de téléconsultation seront-elles conservées? Et y aura-t-il un droit de regard des organismes, sécurité sociale, de ces médicales partagées? Alors, conservé, non, il n'y a pas d'enregistrement de l'échange en vidéo qui est réalisé par les logiciels myriens. La seule trace qui va rester à la fin, c'est le compte-rendu standardisé qui va être déposé dans le dossier médical partagé. Alors, le dossier médical partagé, automatiquement, ça c'est un dossier qui appartient au patient et qui est accessible après par tout professionnel de santé qui a les droits d'accès et par l'assurance maladie. Normalement, il n'y a aucune raison qu'un GAFA ou quoi que ce soit d'autre ait accès à ces données-là. Après, évidemment, il faut utiliser des logiciels dédiés à ça, qui soient sécurisés. Si on le fait avec Skype, on prend le risque de ne pas avoir une connexion suffisamment sécurisée et donc de créer une brèche pour tout ce qui est secret médical. Et une autre question, et qui est en lien direct avec ce que vous avez expliqué sur le cadre réglementaire, législatif. Quelle est la situation des plateformes type médecin direct ou autres qui proposent des téléconsultations, potentiellement des ordonnances, sans que le patient ait jamais vu le médecin? Alors, en théorie, ce n'est pas interdit de le faire, mais on n'a pas le droit d'avoir un remboursement de l'assurance maladie dans ce contexte-là. Donc après, c'est chaque caisse primaire qui va faire un petit peu sa police dans son coin, mais s'il décide de ne pas rembourser un acte, la caisse primaire est tout à fait en droit de le faire. Donc après, bon, tant que les gens sont remboursés et que ça ne pose pas de souci ou s'ils sont payants intégraux, c'est tout à fait autorisé. Mais il faut savoir que dans le cadre de la réglementation actuelle, l'assurance maladie est en droit de ne pas rembourser les actes. Une question aussi qui rejoint la situation du 100% santé et des points qu'a soulevé hier Luis Godino. Avec l'application du 100% santé, la primo-prescription d'un appareil auditif est forcément réalisée par un médecin ORL, avec un risque de difficulté d'accès aux soins compte tenu des pénuries en accès aux médecins ORL. Quelle est la situation et comment concrètement demain des outils de téléaudiologie peuvent aider les audioprothésistes par rapport à cette situation? Alors concrètement, effectivement, là on voit qu'on a des opportunités avec la téléaudiologie. La première, c'est qu'aujourd'hui, la primo-prescription est préservée pour les ORL, mais également pour les généralistes qui auront suivi un parcours de DPC pour pouvoir prescrire de l'aide auditive. Ces généralistes, pour l'instant, leur parcours de DPC est en cours de finalisation, ce n'est pas encore totalement défini, mais on peut imaginer dans certains cas que ces médecins qui auront accès à la prescription de l'aide auditive, s'ils ne sont pas des experts en audiométrie et en otoscopie, ce qui sera sûrement le cas après une formation de 40 heures, sollicitent un ORL en téléexpertise qui va leur dire feu vert, c'est une presbyacousie, vous pouvez y aller, ou attention, ce n'est pas un cas typique, il faut qu'il soit vu par un ORL. Donc déjà, c'est peut-être le moyen de donner aux généralistes qui n'auront certainement pas une formation suffisante pour être à 100% autonomes, de pouvoir quand même engager la prise en soin de ces patients et le chemin vers l'appareil auditif, puisque in fine, comme c'est eux qui auront vu les patients en premier, ils auront le droit de faire la prescription. Donc c'est quelque chose qu'on peut envisager. Après, l'autre problématique qu'on a, et c'est celle de la délégation de tâches, c'est qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas de délégation de tâches à quelqu'un pour faire les audiométries, l'ORL, même à distance, ne peut pas l'utiliser. C'est comme si l'examen n'existe pas. Ça peut être que des médecins généralistes ou d'autres médecins qui ont fait l'audiométrie. Et dans la continuité de cette problématique soulevée hier par Luis Godino sur l'appareillage, par exemple, des personnes en EHPAD avec des difficultés de déplacement, que penser de la situation aujourd'hui d'audioprothésistes qui envisagent de faire intervenir des non-audioprothésistes avec une possibilité de téléconsultation d'un audioprothésiste à distance auprès de personnes en établissement? Alors ça, c'est un projet que j'essaie de monter en Occitanie, clairement, mais voilà, pour faire part de mon expérience, j'ai un blocage massif par mon ARS qui dit que comme il n'y a pas de délégation de tâches
pour faire réaliser une audiométrie et une otoscopie à un audioprothésiste, je n'ai pas le droit de le faire. Donc la technologie elle y est, les compétences elles y sont, puisque vous êtes capable de faire des audiométries pour l'appareillage, c'est évident que vous pouvez le faire dans le cadre aussi d'une première visite et d'un diagnostic. Le souci c'est que cet examen n'a pas de valeur médicale et que tant qu'il n'y a pas de délégation de tâches, malheureusement un médecin ne peut pas l'utiliser à distance. Très bien. Merci, professeur Vernay. Merci. Ah, non, franchement.